Bonjour tout le monde. Voici la théorie sur le catalogage dérivé. Ce qu'on a fait en catalogage 1 et en catalogage 2 jusqu'à maintenant, c'est du catalogage original. On partait d'un bordereau vide, puis dans lequel on enregistrait les principaux éléments de description dans les principales zones marques. Au Québec et dans le monde, la principale façon de cataloguer, c'est souvent à partir de notices existantes. C'est ce qu'on appelle le catalogage dérivé. On ne peut pas faire du catalogage dérivé de qualité sans avoir au préalable une bonne connaissance du RDA et une bonne connaissance du MARC 21, et c'est ce que vous avez acquis dans les cours catalogage 1 et catalogage 2. C'est pour ça que la portion de catalogage dérivé arrive à la toute fin, dans le fond, de ce cours-ci. Le plan de la présentation, c'est quoi le catalogage dérivé? Comment effectuer du catalogage dérivé? Les zones à considérer pour la modification automatique. Une source de notice importante, le SQTD, et un éditeur de notice important, MarcEdit. Donc, SQTD, MarcEdit, c'est des outils que vous allez utiliser dans ce cours-ci. En même temps, en abordant la notion de catalogage dérivé, ça va vous permettre de faire une révision, dans le fond, sur des notions qu'on a déjà vues cette session-ci. Bon, c'est quoi le catalogage dérivé? Ça consiste à rechercher, modifier et importer des notices marques à partir d'une base de données source, comme par exemple le SQTD, pour les intégrer à notre propre base de données, notre catalogue. Un mot important ici, c'est le mot modifier. Donc, c'est une portion qui prend plus de temps. Donc, le catalogage, ça comprend l'étape de la modification des notices, qui peut se faire de façon automatique ou manuelle, une notice à la fois. Ces modifications visent à ce que les notices de la base de données source soient en adéquation avec les politiques locales de description, RDA, et de format MARC 21. C'est une approche très efficiente pour nourrir notre catalogue, puis on dit que ça représente environ 90% des notices traitées, donc 90% des notices qu'on va saisir dans notre catalogue. Je l'ai déjà dit au préalable, ça nécessite une bonne connaissance du RDA, du MARC 21, du fonctionnement d'un CGB et d'autres outils de catalogage comme SQTD et MarcEdit. Il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend pour faire du catalogage dérivé, surtout la portion qui concerne la modification des notices. C'est un travail très minutieux. Un exemple de processus, on part d'une liste de documents qu'on veut cataloguer. On a l'ISBN, le titre, auteur, publication, éditeur, par exemple. On recherche ces documents-là dans une base de données source, comme SQTD. On va créer une liste de notices qu'on va par la suite importer en MARC 21. Cette notice-là, en fait, on va l'exporter plutôt du SQTD. Ce fichier de notice-là, on va lui apporter des modifications dans un logiciel comme MarcEdit. À noter qu'on peut aussi faire des modifications dans le SQTD, mais le logiciel MarcEdit permet vraiment de faire des modifications beaucoup plus fines. On va importer ça dans notre catalogue, comme par exemple Coop. Puis on va faire des modifications manuelles, des fois une notice par notice, par exemple pour racheter l'indice Dewey s'il n'est pas adéquat avec notre politique locale, et racheter des exemplaires. Donc, c'est un exemple de processus. Maintenant, lorsqu'on fait des modifications automatiques, c'est quoi les zones à considérer? On ne va pas toutes modifier les zones. On va modifier de façon minimale les zones, mais il y a des impératifs. Par exemple, si on importe donc, ce qui est à modifier, ça peut dépendre selon les milieux. Par exemple, si on est une bibliothèque scolaire versus publique, des fois, notre catalogue va être différent. Si on est une bibliothèque anglophone et francophone, il va y avoir des éléments de description qui vont varier. On va voir ça plus tard. Puis ça peut dépendre de nos politiques locales. Par exemple, on peut utiliser ou non la zone 830 pour le point d'accès au titre de collection. On a vu que parfois, pour les titres des œuvres distinctes, il y avait des pratiques variables. On pouvait utiliser la zone 700 ou 740. Puis on a vu le cas de l'enregistrement ou non des relations entre production. Exemple de relations entre production, c'était par exemple reproduction de manifestation. On va explorer plus en profondeur ces différentes zones-là. Si on commençait par le guide et les zones de données fixes, par exemple dans la position 17, niveau d'enregistrement, on pourrait changer de façon automatique la valeur de la position 17 pour la mettre, par exemple, pour la faire passer de 10 niveau complet à 5 niveau partiel ou 4 ou un autre niveau pour dire que notre notice n'est peut-être pas complète à ce stade-ci.
Dans la zone 003, on peut modifier le nom de l'organisme associé au numéro de contrôle de la zone 1. Ce n'est pas une zone sur laquelle on a accordé beaucoup d'importance, mais c'est le genre de modification qui est souvent fait. La zone 005 est une zone saisie de façon automatique par le système. Normalement, on va la supprimer avant l'importation, et à l'importation, il y a une information créée par le système qui devrait s'enregistrer automatiquement. La zone 008, on a beaucoup travaillé sur cette zone-là. Donc, parfois, on peut avoir une politique locale qui peut varier au niveau de la sélection du public cible. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir changer automatiquement ou des fois tout simplement supprimer partout et modifier manuellement par la suite. La zone 040, une zone qu'on va souvent modifier lorsqu'on fait de la modification massive de notices. On n'a pas parlé de la zone 040, mais c'est une zone qui est relativement simple à comprendre. Elle se nomme source du catalogage et elle permet de faire un historique de la notice. En $A, on va avoir le code de l'organisme responsable du catalogage original. En $B, la langue originale du catalogage. En $C, le code de l'organisme responsable de la transcription en marque 21. Là, il faut dire quelque chose. Dans 99,999% des cas, en 2020, $A et $C sont pareils. Cette zone-là a été créée à l'époque où, par exemple, les notices étaient sur fiche, sur papier. Donc, ça pourrait arriver parfois que la notice avait été créée sur papier par une organisation et qu'elle avait été mise en format marque par une autre organisation. Donc, ça, c'est de plus en plus rare. Donc, $A et $C, le plus souvent, c'est le même code d'organisme. $D, c'est le code de l'organisme responsable des modifications et c'est une zone répétable. $A, $B, $C ne sont pas répétables. Donc, on rajoute une $D avec le code de notre organisme lorsqu'on importe la notice qui provient d'un autre organisme. Le mot organisme, c'est une bibliothèque. Puis, je vous invite à voir le MARC 21 pour les codes des organismes. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je vais vous donner un exemple. Le catalogage et transcriptions sont faites par l'UQAM en $A et $C. Et il y a une modification par le Collège de Maisonneuve, suivie d'une autre modification par le Collège Lionel-Groulx, par exemple. Donc, en $A, on aurait le code de l'UQAM. En $B, la langue originale du catalogage. En $C, encore une fois, le code de l'UQAM. $D, le code du Collège de Maisonneuve. Et l'autre $D, le code du Collège Lionel-Groulx. On a aussi les zones qu'on appelle sensibles à la langue. Il faut avoir en tête que dans les bibliothèques francophones, la majorité des éléments de description d'un ouvrage en anglais sont enregistrés en anglais. Par exemple, titre propre, mention de responsabilité, mention d'édition, mention de publication. Et ça, on respecte l'instruction RDA 1.4 langue réécriture. Donc, même si donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs éléments de description qui sont enregistrés dans la langue d'usage de l'organisme, la bibliothèque. Si on dérive des notices produites par une bibliothèque dont la langue d'usage est l'anglais, par exemple à la Library of Congress, il va falloir modifier plusieurs sous-zones. Donc, peu importe la langue, le premier picot, peu importe la langue d'usage de la bibliothèque, il y a des trucs qui ne changeront pas. Là. Il y a des titres propres, mention de responsabilité, mention d'édition, mention de publication. Peu importe la langue de l'organisme, ça ne changera pas. Mais il y a certains éléments de description qui vont changer selon la langue. Par exemple, $A, $E, les zones 100, 110, 700, 710. On a juste à penser à hauteur. En anglais, c'est hotter. Mais que le livre soit en français ou en anglais, dans une bibliothèque francophone, on va écrire hauteur en français. Le $I, c'est par exemple traduction de, des choses comme ça, ou reproduction de manifestation. Okay. Donc, ça va changer si c'est en anglais, si on a une bibliothèque francophone ou anglophone. Le $A, importance matérielle. En français, si on a une ressource en ligne, on va enregistrer ressources en ligne. Si on est une bibliothèque francophone, on va enregistrer ressources en ligne. Si on est une bibliothèque anglophone, on va enregistrer online resource. Et pensez à la $A de la zone 588 pour les périodiques. Publication en série, ça ressemble à quelque chose du genre identification de la ressource d'après, quelque chose dans le genre. Donc ça, c'est si on est une bibliothèque francophone. Mais si on est une bibliothèque anglophone, ça ne sera pas ça qui va être enregistré. Donc, c'est le genre de trucs c'est le genre d'informations, ce genre de zones sensibles à la langue qu'on va pouvoir modifier automatiquement. On a aussi des zones qui sont sensibles aux politiques locales. Par exemple, la zone 780,
On l'a testé sur la théorie dans les publications en série, liaison au document prédécesseur. On avait dit qu'on mettait le premier indicateur pour permettre l'affichage de la note pour le deuxième indicateur. Peut-être qu'il y a des bibliothèques qui ne font pas ça. On a parlé de la zone 830 qui est un point d'accès au titre de collection. Dans ce cours-ci, on n'a pas utilisé cette zone-là. Oups, là ici, j'ai ouvert la parenthèse, mais pas fermée. Il faudrait qu'elle se ferme ici. Nous n'avons pas utilisé cette zone dans ce cours dont le contenu est très souvent ici. Fermez la parenthèse. Parce que le contenu était très souvent identique à ce qu'on avait en 490. Rappelez-vous, des fois, on regardait des notices de la BANQ et on voyait une information qui était répétée une en dessous de l'autre. Une pour le titre de collection. Une était l'information qui provenait de la 830 et l'autre de la 490. Dans ce cas-ci, on peut décider de supprimer la zone ou tout simplement de ne pas la faire afficher dans le SIGB. Et on a aussi les éléments de description enregistrés dans des zones distinctes. Par exemple, la BANQ va utiliser la zone 700 pour enregistrer l'équivalent d'une zone 765 pour une liaison au document dans sa langue d'origine. Puis on n'a pas utilisé la 740, rappelez-vous, pour enregistrer le titre des œuvres distinctes ou des parties d'œuvre d'une œuvre dans le cas des traductions. On a utilisé une 700. Rappelez-vous de ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé. Service québécois de traitement documentaire, c'est un outil que vous allez utiliser. C'est un outil que si vous travaillez en bibliothèque scolaire ou public à l'avenir, c'est certain que vous allez utiliser cet outil-là. C'est la principale source de données de notices bibliographiques et d'autorité au Québec. On parle de 4,5 millions de notices. Il y a aussi un éditeur de notices que vous allez pouvoir utiliser durant le laboratoire. On parle aussi d'un traducteur de notices que je ne connais pas beaucoup, puis ça offre accès à d'autres services. Nous, l'accès qu'on a, c'est limité vraiment à un échantillon de notices et on a surtout accès à consulter de catalogage, éditeur de notices. Donc, ici, je vais vous laisser ça lire par vous-même. Ça aussi. Donc, ici, c'est simplement pour mentionner qu'il y a le SQTD qui est une source de notices, mais il y en existe d'autres. Et aussi, ici, c'est simplement pour vous présenter le logiciel MarcEdit qu'on va aussi utiliser dans ce cours-ci. Vous avez toute l'information sur Module, section D, catalogage dérivé. Je le répète, je souhaite beaucoup que vous puissiez faire ce laboratoire-là, de vous exercer à utiliser ces outils-là parce que c'est certain que c'est quelque chose que vous allez utiliser en pratique professionnelle, surtout si vous faites du traitement documentaire en bibliothèque scolaire ou publique. Merci.